combo gagnant. La pause RH qui inspire. Combo, c'est la solution RH pensée par et pour les équipes terrain. Avec ce podcast, on donne la parole à des professionnels qui bousculent le secteur de l'hôtellerie-restauration et créent des environnements de travail attractifs et performants. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Nora Boisouni, qui est autrice, journaliste et traductrice. Il y a quelque temps, elle a publié un livre qui s'appelle « Violence en cuisine, une omerta à la française ». Bienvenue Nora, je vais te poser la question un petit peu rituelle ici. C'est quoi ton combo gagnant ? Mon combo gagnant au travail en tant que journaliste indépendante qui travaille depuis son salon, je dirais que c'est pyjama et litre de thé. Mais plus sérieusement, je dirais bonne foi et solidarité. Quand on est indépendant, c'est important d'avoir des réseaux de solidarité, d'entraide. Donc peut-être ça, solidarité, entraide et honnêteté / bonne foi déontologique, quoi. Donc tu as écrit plusieurs livres sur le sujet de l'alimentation. En quoi c'est un sujet qui te passionne ? Je trouve que l'alimentation est un sujet passionnant pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde mange. Quand on a de la chance, plusieurs fois par jour. Quand on a encore plus de chance, on mange des choses qu'on a choisies et qu'on aime. C'est un sujet intéressant parce que ça touche à tous les autres sujets, à l'économie, aux finances, à la politique, à la santé, au genre, race, classe, enfin, tout le monde a quelque chose à dire. Moi, c'est ça que j'aime avec l'alimentation, c'est que quand je rencontre des gens à travers mon travail ou quand je leur parle de mon travail, tout le monde a un truc à dire sur la bouffe. C'est-à-dire, c'est évident, tout le monde a des souvenirs sur la bouffe, des choses qu'on déteste manger, qu'on adore, ce qu'on peut appeler les plaisirs coupables, même si j'aime pas cette expression, le plat que mamie, papy, maman nous faisaient quand on était petite. On peut aussi avoir des difficultés à se nourrir parce que problème de santé, parce que problème financier, problème d'accessibilité. Donc il y a énormément de sujets à tirer. Il y a plein de fils en fait. Moi j'aime ça en fait parce que c'est un système que j'essaye d'explorer, d'exploiter, de décortiquer, de déshabiller à travers donc différents thèmes. Mes 2 premiers livres parlaient beaucoup du genre et puis aussi de la restauration dans le premier, de la cuisine domestique versus la cuisine professionnelle. Dans le deuxième, je parlais ce que j'appelle des régimes de genre, donc pourquoi les femmes et les hommes mangent différemment. Évidemment, c'est pas inné, c'est une construction sociale et culturelle, et puis qui dépend des zones où on a grandi, etc. Les goûts qui se forgent au bout d'un moment, mais qui sont quand même fortement influencés. Et le troisième bouquin, lui, il porte plus sur la notion de classe et l'économie mondiale, la mondialisation du système alimentaire, avec tous les problèmes qu'il y a, et les problèmes de précarité, d'insécurité alimentaire, et de stigmatisation des classes populaires avec ce qu'ils mangent, etc. Et le 4e livre, là, on est sur autre chose, c'est plus un essai, c'est une enquête sur les violences dans le secteur HCR, et donc tout type de violence. Donc moi, ce que j'aime vraiment avec ce sujet, c'est qu'on se targue d'être, soi-disant, le pays de la gastronomie, ce qui ne veut rien dire, parce que le mot gastronomie est très galvaudé. En revanche, effectivement, on a quasiment 700 restos étoilés. La bouffe, c'est quelque chose d'important dans tous les pays du monde. La France pense être au-dessus de la mêlée, mais c'est vrai qu'on le voit partout. En France, il y a des émissions, il y a plein de choses, plein de bouquins. Enfin, bon, patrie, nation de la bouffe, en fait, clairement une des nations où, en tout cas, les touristes viennent pour s'attabler dans des restaurants ou manger des choses qu'ils estiment être un peu meilleures qu'ailleurs ou de meilleure qualité, etc. Donc en France, le sujet est d'autant plus, on va dire, sensible, politiquement, intimement, identitairement aussi. Donc, comme l'intime est politique, ça m'intéresse. Et donc, tu le disais, ton dernier livre qui s'appelle « Violence en cuisine », c'est une enquête qui a duré 5 ans. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans le processus d'écriture ? Parce que c'est un livre qui est assez dense, il y a beaucoup de témoignages, tu parles de beaucoup de choses très différentes. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Le plus dur, on va dire, sur la forme, c'est l'écriture, mais sur le travail que nécessite un livre, notamment comme une enquête avec, comme tu le disais, beaucoup de témoignages, c'est accueillir les témoignages, pas écouter les gens, mais essayer de ne pas absorber la souffrance. Bon, moi, je suis quelqu'un qui suis hypersensible, j'ai beaucoup d'empathie, et c'est difficile. Moi, mais je ne suis pas journaliste d'investigation à la base. Bon, après, pas grand monde commence par ça, et on n'est pas forcément formé à ça. Voilà, on découvre aussi sur le tas, c'est-à-dire avoir des gens qui témoignent de choses sordides, des gens qui sont en détresse, des gens qui sont très très mal traumatisés. Ça, personne ne peut vous l'apprendre, c'est sur le terrain que vous l'apprenez sur le tas au fur et à mesure. Donc, on demande conseil à des consoeurs et des confrères qui travaillent sur des sujets similaires, par exemple sur les violences sexuelles, sexistes et tout. Mais bon, avant de s'y confronter, ça reste de la théorie. Et en fait, ce qui est difficile, et ça, c'est quand j'ai commencé à enquêter sur ce sujet en 2020, c'est ça qui a été très très dur à ce moment-là. C'était la première fois que j'enquêtais.
et notamment sur des sujets aussi sensibles avec des témoignages aussi durs, des expériences de vie extrêmement dures à vivre, à raconter, et donc moi à entendre en fait, en me disant mais c'est affreux quoi. Donc le truc que j'ai trouvé très dur, c'est de trouver la bonne distance et de ne pas se laisser soi-même accabler par les horreurs qu'on nous raconte, qui font difficilement garder espoir dans le genre humain et surtout vis-à-vis des hommes, parce qu'il faut le dire quand même, ça sort pas de ma tête, c'est statistique, ce sont les hommes qui sont les auteurs majoritairement des violences sexistes sexuelles sur les femmes, les enfants et les autres hommes. Donc c'est difficile de recueillir cette parole sans soi-même se trouver débordé par l'émotion, par le désespoir, par une sorte de fatalisme. Mais on sait pourquoi on le fait. On le fait justement parce qu'on veut lutter d'une certaine manière. Moi, je ne crois pas à la neutralité journalistique. Ça n'existe pas. Personne n'est neutre dans la vie. On a un point de vue qui est forcément situé, donc ce n'est pas une question d'idéologie. Je n'ai pas d'idéologie. Mais en tout cas, voilà, quand on décide de s'attaquer à un sujet comme ça, bien sûr qu'il y a un point de vue situé. C'est parce qu'on a une forme de conviction personnelle, professionnelle aussi. Et moi, le but avec ce livre, oui, c'est d'essayer de faire changer les choses. En tout cas, de montrer d'abord à ce secteur qu'il y a des gens qui les écoutent et qui les croient. Tu en parles aussi dans le livre, mais j'imagine que dans le processus d'enquête, d'écriture, ce qui doit être aussi angoissant, c'est l'après. Tu parles de plusieurs personnes, dont cette femme qui a lancé le compte Instagram pour dénoncer les violences des chefs, qui a reçu du harcèlement, de l'humiliation, des menaces. Est-ce que toi, tu as eu peur de ça aussi ? Alors Camille Moncarnel, qui a créé le compte Je dis non chef, le compte Instagram, lanceuse d'alerte, elle a été formée à Ferrandi, ancienne cuisinière, qui a bossé en étoilé, qui a vécu la discrimination. C'est une femme noire en plus, donc on est quand même sur le millefeuille des discriminations. Et elle, je l'avais contactée en 2020, confinement, et je me suis dit, il n'y a pas d'études d'ampleur sur les violences en cuisine. Pour l'instant, à ce moment, il n'y avait rien, en tout cas pas de choses d'ampleur. Et donc je me suis dit, là, les gens, chômage technique, les gens du secteur HCR, c'est peut-être le moment où ces gens auront le temps de se poser, déjà, de dormir, de voir peut-être leurs proches, de se soigner, de parler, de réfléchir ou de rien faire, de regarder une série, un film ou de dormir enfin. Et donc, je me suis dit peut-être à ce moment-là que les gens auront du temps pour parler et puis pour réfléchir aussi à leur métier. Donc, j'ai contacté Camille, on ne se connaissait pas du tout, je lui ai dit qui j'étais, voilà ce que je faisais, ce que je voulais faire. Et donc, j'ai proposé de faire un questionnaire. Donc, on a lancé un questionnaire fin mars 2020. On a eu énormément de réponses tout de suite. Aujourd'hui, il est encore ouvert au témoignage. Il y a 3500 réponses, plus maintenant. Et en fait, Camille, effectivement, quand elle a lancé, en 2019, Je dis non chef, le principe, c'était les gens lui envoient des témoignages en DM. Et elle, évidemment, anonymise le témoignage et en sort une de phrase choc sur fond jaune pour avoir un côté impactant, effectivement, et puis pour que la peur et la honte changent de camp. Pour que, au final, ce sont les auteurs et autrices, parce que malheureusement des femmes aussi, sont coupables de violences, toutes sortes de violences, pour que ces personnes ne se sentent plus dans une impunité totale et arrêtent de croire que tout le monde a trop peur pour parler. Et donc, effectivement, ce qu'elle raconte, elle, c'est qu'elle a subi des intimidations, plus ou moins voilées, des menaces plus ou moins voilées, des tentatives de la silencier, en fait. Et alors, c'est pas propre au milieu de la restauration, évidemment, quand on dénonce, quand on est lanceur ou lanceuse d'alerte, c'est un risque qu'on prend, c'est un danger pour soi aussi. Il y a beaucoup d'enjeux et d'intérêts derrière tout secteur, mais la restauration est quand même assez particulière. J'en parle beaucoup dans mon livre, c'est pour ça que ce sujet m'intéresse particulièrement. Évidemment, dans le journalisme, il y a des violences sexuelles, sexistes, homophobes, racistes, etc. C'est une évidence, il n'y a aucun secteur qui échappe à ça. Mais la restauration est quand même très particulière comme secteur. Et je pense que c'est aussi pour ça que Camille a reçu bon nombre de critiques, de harcèlement, de messages désagréables, voire carrément répréhensibles par la loi. Mais tu le dis justement en interview, je cite, la cuisine c'est un environnement qui même physiquement est violent. Généralement il y fait chaud, c'est exigu, il y a des objets tranchants. Et travailler dans un restaurant, c'est une formation qui commence tôt, donc parfois même dès 15 ans. Et directement, tu le dis, les jeunes sont formatés à la violence physique et psychologique. Est-ce que le HCR, l'hôtellerie-restauration, ça a toujours été un environnement violent ? Oui. En fait, ce qui, moi, m'a... Alors, je dirais pas étonnée, parce que, au final, ça fait quand même très longtemps que je travaille sur le sujet. Donc, franchement, comme je dis souvent, plus rien ne m'étonne, mais tout me choque. Ce qui m'a choquée, disons, plus qu'étonnée, c'est un passage que je recopie dans le bouquin d'une autobiographie de George Orwell, qui a voyagé, qui a travaillé à Londres, à Paris, et donc qui travaille à Paris au début du XXe siècle, dans un palace, dans des restos très sophistiqués et prestigieux, et qui raconte des conditions de travail qui sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Un détail près, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de charbon dans les cuisines pour travailler.
Mais il raconte vraiment une journée de travail avec des horaires qui sont les mêmes que 2 siècles plus tard, avec des gens qui mangent quand ils ont le temps de manger sur un cageot renversé dans une cour qui pue l'urine, voilà. Des gens qui ne prennent pas de pause, ils se font hurler dessus. Enfin, je veux dire, c'est exactement pareil. C'est les mêmes témoignages que moi je reçois aujourd'hui. Et je suis allée fouiller, ça c'était une joie immense, d'aller fouiller dans les almanachs, les revues professionnelles de l'époque, donc vraiment l'invention des restaurants, donc fin du 19e siècle, début 20e siècle, et d'aller voir les témoignages à l'époque des cuisiniers-cuisinières, qui sont donc des cuisinières qui auparavant travaillaient pour des particuliers, évidemment, puis après les restos ont été créés, et donc ces gens sont allés travailler aussi donc, dans ces nouveaux établissements, et qui déjà à l'époque, donc on a quand même des témoignages du 19e siècle ou du tout début 20e de cuisiniers, parce que c'était que les hommes qui écrivaient dans ces revues, ou dans les courriers des lecteurs, évidemment, qui disent « Moi j'ai vécu l'enfer en tant que cuisinier de restaurant, j'espère que les générations futures ne vivront pas ce que j'ai vécu. » Et quand on lit ça au XXIe siècle, surtout en 2024-25, on se dit « Ah ouais, il n'y a pas grand-chose qui change. » Moi, on m'oppose souvent « Mais tu peux pas dire que ça fait 2 siècles que c'est pareil, etc. » Je ne suis pas du tout en train de dire que rien n'a changé, évolué. Évidemment que non. En revanche, quand on lit les témoignages, là, c'est flagrant. C'est-à-dire que c'est comme l'égalité de droit. Femmes-hommes, on a en France une égalité de droit. Il n'y a pas de loi qui discrimine. Évidemment, au contraire, c'est la discrimination qui est illégale. Mais il n'y a pas d'égalité sociale, on le sait bien. On n'a pas besoin des luttes féministes et des combats, sinon. Pareil pour les personnes handicapées, même chose. Pareil pour les personnes racisées, même chose. On a beau avoir les mêmes droits, ils ne sont pas forcément appliqués et il y a des discriminations. C'est pareil dans la restauration, c'est-à-dire qu'il y a le code du travail, il y a la convention collective, mais ça ne veut pas dire qu'elle est respectée. Et donc c'est que même avec une convention collective et un code du travail, ce qu'il n'y avait pas il y a 2 siècles, les conditions de travail restent extrêmement pénibles. Et tu évoquais ce dont je parle dans le bouquin, la chaleur, les écarts de température, chaud-froid, chambre froide, fourneau, les risques physiques, brûlures, coupures, qui peuvent être gravissimes, de brûlures chimiques aussi évidemment, le bruit. C'est pas moi qui l'invente et c'est pas sur une base de témoignages que j'affirme ça, ce sont des rapports du ministère en fait. C'est-à-dire que la restauration fait partie des catégories de métiers les plus dangereux aujourd'hui. C'est incroyable avec l'agriculture par exemple. Et là, justement, tu en parlais et tu le dis dans ton livre, en cuisine, tout le monde prend cher. Mais, comme tu le disais, il existe des typologies de population qui ont une double, voire triple peine. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comme partout, là pour le coup, la restauration n'est pas absolument le mauvais élève de l'emploi en France. La restauration, comme partout, eh bien, quand on n'est pas un homme blanc, on prend cher. Quand on est une femme blanche, on prend cher parce qu'on est une femme. Quand on est un homme noir, on prend cher. Quand on est une femme lesbienne, on prend cher. Bon, un peu comme partout, évidemment. Après, j'essaie d'expliquer en quoi la restauration a des particularités, notamment sur la misogynie, qui est une misogynie structurelle, qui est une misogynie foncièrement perpétuée par le milieu et qui d'ailleurs a été instituée dès le début de la professionnalisation de ce métier. Donc là, il y a un cas particulier, on va dire, même si il y a plein de professions qui auparavant étaient interdites aux femmes et où les femmes ont été, on a essayé de les empêcher d'y accéder, bien sûr, même si les femmes ont toujours été des cuisinières professionnelles, il y a toujours eu des femmes qui cuisinaient pour des gens, mais pareil dans le cinéma. Avant ce qu'on appelle donc l'âge des studios dans le cinéma, il y avait énormément de femmes réalisatrices, monteuses, productrices, des femmes scénaristes. Enfin, je veux dire, le cinéma était un métier qui était fait aussi par beaucoup de femmes. Et puis d'un coup, l'argent est arrivé, le pouvoir aussi. Et là, on a dit aux femmes, non, maintenant, ça suffit, laissez les hommes entre eux, quoi. Dans la cuisine, c'est pareil. Beaucoup de femmes étaient en cuisine chez des particuliers. Et puis d'un coup, les restaurants ont existé. Et il a fallu éliminer la concurrence, et la concurrence, c'était les femmes. Donc il y a eu vraiment des stratégies pour que les femmes n'aient pas accès à cette profession. Et puis tu le dis aussi dans le livre, les femmes, la cuisine des femmes, entre guillemets, c'est un peu, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a dans son petit frigo, dans sa petite cuisine, tandis que quand un homme s'y met, c'est tout de suite grandiose, c'est tout de suite les étoilés, c'est la cuisine qui n'a, entre guillemets, rien à voir. En fait, il y a 2 choses là-dedans, c'est-à-dire que la cuisine étant domestique, étant perçue comme une activité traditionnellement féminine, il y a l'idée, comme la couture, comme le soin, tout ce qui est les métiers du care, comme on appelle ça. Il y a l'idée que ce serait inné. Voilà, les femmes, de manière innée, veulent des enfants, savent s'en occuper, savent s'occuper des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui ne sont pas autonomes, savent faire la cuisine pour la famille, blablabla. Bon, bref. Ça n'a aucun sens, on sait. Je veux dire, il n'y a rien là-dedans qui est vrai. Mais donc, on se dit, puisque la cuisine serait une espèce de talent inné pour les femmes, une compétence innée, elles n'ont aucun mérite à faire la cuisine.
En revanche, un homme, puisque, soi-disant, de naissance, il a 0 compétence en cuisine, le fait qu'il réussisse à faire des plats très bons et des choses incroyables, on se dit « waouh !» C'est technique, il a appris, donc c'est valorisant et valorisé. Deuxième chose, donc hormis ce stéréotype complètement con, disons-le, parce que ça n'a aucun sens et aucune valeur scientifique quelle qu'elle soit, il y a aussi l'idée que les femmes manqueraient de créativité, comme je reproduis des textes d'une misogynie ahurissante, que ce soit de la part d'écrivains, de chroniqueurs culinaires depuis 200 ans, parce que c'est pas que des gens morts depuis 2 siècles qui écrivent ça continue aujourd'hui. Un peu moins, certes, heureusement, on a quand même fait du chemin, mais on a vraiment des hommes qui écrivent que les femmes sont de très bonnes exécutantes pour faire, en gros, le gigot pour la famille le dimanche, mais il ne faut pas leur en demander trop, parce qu'au niveau créativité, elles sont incapables de créer un plat, et elles seraient même incapables de recréer un plat de grand chef au masculin, parce qu'elles ne sont pas assez précises, minutieuses, elles bâclent en gros, quoi. En fait, elles font des plats mal dégrossis, quoi. Elles seraient incapables d'être assez fines, ce qui est, en plus, extrêmement contradictoire avec d'autres stéréotypes féminins qui diraient les femmes sont minutieuses, c'est pour ça qu'on leur confie des travaux, par exemple de la broderie, la dentelle, ce qu'on appelle hyper péjorativement les petites mains dans la mode, enfin, donc en fait on voit tout est pétri de contradictions, voilà, il n'y a aucune logique, c'est quand ça les arrange, tout pour dénigrer les femmes et les compétences féminines, donc c'est aussi pour ça. Et c'est pas que la cuisine, on peut penser à la couture, quand on pense haute couture, on pense pas forcément à des femmes, alors on me dit oui mais il y a Chanel, oui bon bah d'accord, Coco Chanel c'est une seule, mais c'est qui Chanel récemment, et c'était qui les créateurs après Coco Chanel ? On a quand même Lagerfeld qui reste dans les annales, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pareil, quand on pense couture, couturier, on pense grand couturier, couturière, on pense quelqu'un justement dont c'est le métier, mais qui n'est pas très connu pour ça, etc. Coiffeur, coiffeuse, c'est pareil. Je veux dire, il y a quand même 99% des marques de shampoing et des salons de coiffure, donc ont les noms de quelqu'un, c'est des noms d'hommes en fait. Il va y avoir en France en tout cas 1 ou 2 personnes seulement qui sont des femmes et qui ont lancé un business avec ça. En tout cas, il y a leur nom dessus, j'entends leur nom, parce qu'après il y a des femmes évidemment qui sont chefs d'entreprise sur ça. Mais en tout cas, qui de base sont coiffeuses de métiers et qui lancent des gammes capillaires et qui ouvrent des salons, il y en a quand même très très peu, quoi. Donc en fait, c'est toutes ces activités qui sont perçues comme traditionnellement féminines et quand même des choses du soin, des choses de l'ordre du domestique aussi un peu. Dès qu'un homme s'en empare, c'est transcendé, c'est génial, c'est valorisé et c'est rémunéré surtout, parce que la différence principale entre cuisine et cuisine, c'est qu'il y en a une qui est domestique, qui n'est pas rémunérée, et l'autre qui est rémunérée, et qui est même rémunérée sous forme de capital culturel, de notoriété, d'influence, donc pas que de manière pécuniaire, quoi. Parmi toutes ces violences qu'on n'a pas encore détaillées, on a parlé un peu de l'impunité dont profitent les personnes qui perpétuent ces violences. Est-ce que tu penses que cette impunité est directement liée à notre pays, la France ? Alors le sous-titre du livre, c'est Une omerta à la française, donc c'est pas pour rien que j'ai voulu avoir ce sous-titre-là. Comme je le disais tout à l'heure, la France est un pays qui s'est construit sur une identité qui est façonnée par plusieurs aspects, et la gastronomie notamment, ce qu'on appellerait la haute cuisine, la cuisine de restaurant, mais qui était une cuisine de cour auparavant, est une de ses facettes et une des mamelles, on va dire, de l'économie française. Beaucoup de points de PIB avec ça, notamment via le tourisme. C'est quand même 1 million de travailleurs et travailleuses, le secteur HCR en France aujourd'hui, donc il y a beaucoup de saisonniers là-dedans aussi, gros turnover. Mais la France s'est construite sur cette identité-là. L'identité de la France, c'est-à-dire que si on demande à n'importe qui à l'étranger, pour vous, la France, en 3 mots, c'est quoi ? Pour moi, il est évident que le mot resto ou haute cuisine ou gastronomie sera dans ces 3 mots. Il y a la gastronomie, il y a aussi, après, tous les métiers de bouche, quoi. En gros, disons, la bouffe. Il y aurait aussi le luxe et le cinéma. C'est pas pour rien que je fais aussi des liens avec ces 2 industries qui s'entrecroisent finalement aussi sur tout type de liens. Il y a plein de ponts qu'on peut faire entre tout ça. Mais oui, l'impunité, elle se construit sur un mythe, et donc c'est pour ça aussi que j'ouvre le bouquin où j'explique le mythe gastronomique français. Et c'est un mythe, c'est quoi ? C'est un ensemble d'éléments, donc des valeurs, des croyances, etc., qui sont là pour faire adhérer une unité. Par exemple, la religion, il y a des mythes, des mythologies, c'est pour faire adhérer à un récit, pour faire corps, pour faire unité. Un peuple, un pays a des mythes. Alors, le mythe n'est pas forcément quelque chose de faux, on n'est pas sur du mensonge, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le roman national, par exemple, c'est un mythe. Donc, le mythe gastronomique, il a créé et il perpétue une impunité, puisque on a l'impression que la France, sans ses restaurants, n'est plus la France. La France, sans ses étoiles, c'est quand même elle qui les a créées, qui a décidé d'être l'arbitre du, je mets des guillemets, bon goût, ou en tout cas du goût bourgeois, parce que voilà. Mais oui, l'impunité,
Ça ne veut pas dire que dans les autres pays, il n'y a pas d'impunité. Pour notamment les chefs étoilés, on l'a vu aux États-Unis, il y a eu un MeToo vraiment dans la restauration avec des chefs étoilés qui ont eu, pour le coup, eux qui ont perdu beaucoup de choses parce qu'ils avaient eu des comportements déplacés, voire agresseurs, harceleurs, etc. Mais il y a eu quand même des articles, la médiatisation et puis des conséquences à leurs actes. Et puis, beaucoup ont reconnu leur responsabilité. En France, il y a des enquêtes quand même, donc il n'y a pas rien. Il y a des enquêtes, je les cite, depuis 10 ans sur ce milieu, sur les violences, avec des noms très connus qui sont sortis. Il y a eu très peu de plaintes, quasi pas. Il y a eu, et ça je le dis parce que les gens pensent que les personnes qui sont victimes de ça ne font rien au niveau juridique ou judiciaire. Il faut quand même dire quelque chose. C'est pas parce qu'il n'y a pas de plainte qu'il n'y a pas eu autre chose. Il y a des accords avec des clauses de confidentialité, de non-divulgation, notamment dans les grands groupes. Donc ne sous-estimez pas ce qui se passe en coulisses qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui ont signé des accords en disant « je pars avec telle somme d'argent et je m'engage à ne jamais dire que tel chef très connu m'a fait subir ceci, cela ». Voilà. Ça, c'est juste important. Et juste donc sur la France, la particularité de la France, c'est ce mythe gastronomique qui est surpuissant ici. Et donc, cette impunité, ils sont quasiment intouchables, c'est un peu des dieux vivants, c'est quasiment des ambassadeurs, des diplomates. Et en France, malgré les enquêtes qu'il y a eu, aucun chef accusé n'a jamais reconnu être coupable des faits qui lui sont reprochés. Mais justement, dans le livre, tu fais un parallèle avec donc le cinéma, comme tu le disais, avec Gérard Depardieu, etc. Et tu dis, en France, on ne tape pas sur les légendes. En fait, c'est pas étonnant que Emmanuel Macron, quand il a été interviewé au sujet de Depardieu, donc quand les enquêtes sont sorties, quand Envoyé spécial est sorti, il a quand même été interviewé en prime time sur la télé, sur le service public, et il a dit « Gérard Depardieu rend fière la France ». Donc, déjà, quelle France ? Exactement, il n'y a pas une France. Et puis en plus, il aurait pu dire « il rend fier le cinéma français ». À la limite, je veux dire, là, il aurait séparé l'homme de l'artiste en disant ça. Non, la France. On voit bien à quel point il y a, alors je sais plus comment dire, c'est une métonymie, la figure de style ou le tout pour... Donc en fait, Depardieu, c'est la France. La gastronomie, c'est la France. Les chefs, c'est la France. Donc en fait, on ne touche pas à ces chefs ou à ces réalisateurs, à ces acteurs, etc. Parce que là, on touche à la France. Donc on est accusé d'être antipatriote, d'être un peu un traître à la nation. C'est-à-dire que moi, avec mes enquêtes, depuis 2020, et a fortiori avec ce livre sorti fin mai, des chefs m'ont accusé de nuire à l'image de la France et de nuire à la France quand même, de nuire d'une part à l'image de la profession et donc à la France par extension, puisque la France c'est les restos c'est la France. Mais eux par contre, ce qu'ils font ne nuit pas du tout à l'image de la France. Non, parce que déjà eux, beaucoup nient l'existence des violences en cuisine, ça c'est quand même terrifiant. J'ai lu dans la presse des chefs dire que j'affabulais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des chefs qui ont répondu à des journalistes en disant « ce qu'elle raconte est peut-être vrai », comme si moi, journaliste, j'allais inventer des témoignages. Mais justement, quand on parle des violences, quand on lit ce que tu as écrit, quand on lit les témoignages, bon déjà en tant que femme, on n'est pas vraiment étonné, mais on est toujours choqué. C'est des violences qui sont psychologiques, physiques. Toi, c'est quoi ce qui t'a le plus troublé dans ces violences ? Alors, sans hésiter, ce qui m'a le plus troublé, c'est ce par quoi je commence le livre, c'est l'exploitation au travail. Voilà, c'est-à-dire que la déshumanisation, elle commence par l'exploitation, par le fait de normaliser de façon systémique et même quasi systématique le non-paiement des heures sup. On le sait déjà, moi ce que je tiens à dire et à rappeler, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément au fait de tout dans le secteur HCR, c'est que en France, une convention collective est censée être mieux disante qu'un code du travail. Or, la convention collective HCR est moins disante que le code du travail. Déjà, c'est l'une des pires. C'est même la pire, on peut le dire. En tout cas, moi, les gens, les experts du secteur m'ont dit on a la pire convention collective du pays. C'est-à-dire qu'on a une convention collective, les dimanches ne sont pas majorés, les jours fériés, alors là, bon courage pour comprendre quand vous entrez dans le secteur comment ça fonctionne. La coupure, c'est un carnage. Et puis, on parle d'horaire. Donc, c'est-à-dire que le nombre d'heures que vous avez le droit de faire à vos salariés est largement supérieur au nombre d'heures légales du Code du travail, la durée maximale du temps de travail. Les majorations des heures sup sont moins élevées dans la convention collective HCR que le Code du travail. Donc en fait, la loi a entériné le fait que ces travailleuses de la restauration ont un traitement de défaveur, disons. Que elles et eux ont le droit d'être exploitées plus que d'autres travailleuses d'autres secteurs. J'aimerais comprendre déjà à quel moment on autorise 1 million de travailleurs et travailleuses à travailler autant pour moins.
Donc ça déjà, rien que dans la loi, c'est pas normal. Et les syndicats appellent à renégocier la convention collective. Ça ne va pas du tout. Bon, l'UMI leur ferme la porte au nez, voire leur répond pas, on le sait bien depuis très longtemps. Bref. Deuxième chose, non seulement la loi entérine cette espèce de sous-prolétariat, quoi, mais en plus, la loi n'est même pas appliquée en restauration. Alors attention. Et évidemment, on m'accuse de dire « oui, mais pas tout le monde ». Mais j'ai jamais dit, dans mon livre, il n'y a pas écrit une seule fois « les patrons, la restauration ». Je dis que c'est systémique, pas systématique. En revanche, quand on recueille autant de témoignages, je peux vous dire qu'au doigt mouillé, 99% des gens qui m'ont parlé n'ont jamais vu l'ombre d'une heure supplémentaire payée au-delà des 42-43 heures. Donc, c'est des gens qui signent des contrats de 39 heures, sachant pertinemment qu'ils n'en feront pas 39, mais ils n'en feront même pas 43. Ils en font 60, 70, 80, et qui me disent « mais bien sûr que je ne suis pas payé plus que... » déjà, c'est pas possible, parce que déjà, ils dépassent le plafond d'heure légale, et en plus, ils devraient être payés le double. Et donc, aucun restaurant n'a l'argent pour. Et donc, quand vous avez des patronnes qui vous disent « évidemment que je ne paye pas les heures sup, sinon je mets la clé sous la porte. » Alors là, pardon, mais le Code du travail, c'est pas un conseil, hein, c'est la loi. Et donc, on a un secteur qui s'estime au-dessus de la loi, parce qu'on a un État français qui les a toujours considérés comme différents des autres et qui du coup les traite avec des faveurs, notamment une forme de tolérance au non-respect de la loi et notamment sur les heures sup. C'est ça qui m'a vraiment, même pas troublée, mais qui m'a choquée, c'est que le jour où j'ai découvert la convention collective HCR, je suis tombée de ma chaise. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Je me suis dit, mais évidemment que ces gens sont maltraités en fait. Pour se permettre de maltraiter quelqu'un physiquement, moralement, etc., il faut déjà se permettre de l'exploiter. Et donc, en fait, l'exploitation en termes de pénibilité au travail, d'heures non rémunérées et d'une durée du temps de travail qui est quand même lunaire, quoi. C'est ça qui autorise les patrons et les patronnes à pousser le curseur encore plus loin. Parce qu'ils en ont fait des machines, et quand on est une machine, on pleure pas, on se plaint pas, on ne parle pas, on va pas aux toilettes, on mange pas, on boit pas, on ne ressent pas de douleur. D'où le fait que le curseur est poussé de plus en plus loin, parce que ces gens ne sont plus considérés comme des humains. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu ne penses pas effectivement que l'épuisement des employés contribue au fait qu'on accepte, on baisse la tête, et c'est quand on en ressort qu'on réalise ce qui s'est vraiment passé Ça contribue, évidemment, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, parce qu'on est dans un entre-soi aussi. On finit par être en circuit fermé, en vase clos, on ne traîne qu'avec des gens de la restauration, on n'a plus le temps de voir ses amis qui travailleraient dans notre secteur, on n'a pas les mêmes horaires, les mêmes jours de repos. D'ailleurs, on se repose quasiment jamais. Quand on a des jours de repos, on dort. Beaucoup m'ont dit ça, m'ont dit mais moi en fait j'ai pas le temps de faire autre chose, c'est-à-dire que je travaille 70 heures semaine, je suis épuisée, je rentre, le jour où je travaille pas, je me réveille à 16h30, qu'est-ce que je fais après quoi, bon. Donc il y a le fait d'être en vase clos, et puis tout ce que j'explique sur pourquoi on minimise, pourquoi on accepte, entre guillemets, céder n'est pas consentir, comme dit une historienne féministe très connue, mais c'est une forme d'acceptation parce que depuis qu'on a 15 ans, ou même depuis 19 ans ou depuis 20 ans, on nous dit c'est normal, c'est comme ça, c'est la phrase qui revient tout le temps, c'est comme ça, faut en chier, faut souffrir, moi aussi je suis passée par là, c'est pour ton bien, etc. Mais effectivement, l'épuisement, bien sûr, participe à une forme d'aliénation. Et puis juste, voilà, c'est pour empêcher les gens de réfléchir, en fait. Vous ne pouvez pas réfléchir quand vous travaillez 80 heures semaine. Et vous n'avez pas le temps de vous mobiliser pour vos droits. On me demande pourquoi est-ce qu'ils sont si peu syndiqués, les travailleuses de la restauration. Mais à quel moment vous avez la force de lutter ? Il y en a qui le font. Mais c'est dur, vraiment, c'est un autre sacrifice. Quand on se dit le peu de temps et d'énergie qui nous reste, le mettre dans la lutte, c'est difficile. Et tu le disais dans le livre, mais même quand on trouve le courage de témoigner, qu'on aille voir les RH quand il y en a des responsables d'école, il y a des témoignages de jeunes filles qui se sont fait attoucher, voire même violer, qui essayent de prendre la parole et puis comme tu le dis, c'est mis sous le tapis. Ah oui, mais c'est comme ça que t'apprendras. Enfin, à quel moment on apprend quelque chose quand on se fait violer, je ne sais pas. Des jeunes garçons qui se prennent des coups de couteau en douce parce qu'ils vont pas assez vite. Et au final, même quand ils arrivent à témoigner, dans le secteur, on leur dit... c'est comme ça, faut serrer les dents. Voire on leur reproche, voire on leur dit mais t'es pas bien, tu peux pas raconter ça, tu te rends compte, le second c'est le cousin du chef, ou bien le chef il est connu, il est machin, je sais pas quoi. Exemple sur les heures sup, une jeune femme qui témoigne dans le livre et qui dit qu'elle a badgé, elle a oublié. Donc en fait, alors, juste ça, petite parenthèse, les gens qui me disent oui mais Nora Bouzine raconte n'importe quoi, il y a des badgeuses. Oui alors une badgeuse c'est très facile, soit à modifier en réalité, faut pas croire. Et puis surtout vous demandez aux gens de badger en arrivant, et de badger à l'heure où ils devraient débadger, et puis ils retournent travailler. Parce que c'est quand même très simple ça aussi. Et un jour, une jeune femme dit « J'étais fatiguée et j'ai débadgé à l'heure réelle à laquelle je suis partie. » Elle s'est fait convoquer le lendemain par les RH qui lui ont dit « Mais ça va pas bien, comment on va faire, tu te rends compte ?» Non mais c'est quand même ahurissant. Il y a aussi un problème structurel dans la restauration, je ne t'apprends rien, 80%
des restaurants sont des TPE et des PME, beaucoup n'ont pas du tout de RH, et personne. Et moi, une phrase qui m'a beaucoup été dite quand j'ai interviewé tous ces gens, je leur posais toujours la question, en avez-vous parlé à quelqu'un ? Avez-vous fait remonter ça à quelqu'un dans l'entreprise ? Et les gens me disaient, mais à qui est-ce que vous voulez que je parle ? On est 4 en cuisine. Voilà. Ou bien sûr, il y a des RH, pour les gens qui bossent dans des palaces ou des gros groupes, bien sûr, il y a les RH, mais les RH, elles sont injoignables. Je ne sais même pas où elles sont, dans les très gros groupes. On nous a fait la visite, le onboarding et tout, mais on nous a dit le bureau des RH, il est au 5e et tu parles, voilà. Ou bien les RH, tout sourire le premier jour à l'onboarding, et puis après, introuvables, injoignables, etc. Ou bien, carrément, je suis allée voir les RH, et elles m'ont dit « Ah, mais tu sais, il est comme ça, il faut faire avec, c'est sa personnalité. » Ou bien on te dit « Mais il faut pas faire de vagues. » Ou bien on te dit « Bah oui, mais attends, t'as vu comment t'es habillée. » Enfin, mais ça c'est classique, c'est partout, hein. Je veux dire, c'est pas propre à la restauration. Après, le fait que ce soit beaucoup de TPE, PME, c'est aussi pour ça que niveau délégué syndical, voilà, parce qu'en fait, entreprise de moins de 10 salariés, etc., pas d'obligation légale. Donc il y a structurellement plein de problèmes qui font tout ça, mais il y a aussi un problème de société, et on le sait depuis toujours, en tout cas nous les femmes et les personnes minorisées le savent depuis toujours, c'est pas que la parole elle se libère, c'est qu'on n'écoute pas les gens parce que les femmes n'ont pas décidé un jour J de dire « Ah bah maintenant on va parler ». En fait, on a toujours parlé, les gens ont toujours parlé, c'est juste qu'on ne les écoutait pas et ou on ne les croyait pas. Donc là, il y a ça aussi qui est important dans cette parole que moi j'ai recueillie. On me demande toujours « Mais ça n'a pas été trop dur de trouver des témoignages ?» Mais je n'ai que ça, c'est-à-dire que là, depuis que le bouquin est sorti, j'en reçois tous les jours des témoignages encore. Dans mes DM, Instagram et tout, bon, par mail, tout le temps. Donc, et j'en ai reçu toujours. Depuis 2017, j'en reçois. A fortiori, depuis 2020. J'en reçois tout le temps. Donc en fait, oui, il y a des gens qui ont très peur de donner des noms. Il y a des gens qui ont peur de parler parce qu'ils savent qu'ils seraient trop reconnaissables, par exemple, ou que l'entreprise serait trop reconnaissable. Quand les gens sont très connus, c'est compliqué. Mais la preuve que la parole, elle est déjà libérée, puisque avec Camille, le questionnaire, en 2 jours, on avait des centaines de réponses. Aujourd'hui, j'en ai plus de 3500. Et je reçois des messages tous les jours. Donc en fait, c'est aussi à quel moment ces gens se sont sentis crus et écoutés. Parce qu'on minimise beaucoup les violences, que ce soit dans l'entreprise, mais aussi dans l'entourage. Et ça, pour finir avec cette question, c'est quelque chose là qui m'a beaucoup choquée. Avec tous les enquêtés que j'ai eus, que j'ai vus, que j'ai eu au téléphone, des femmes, des hommes qui m'ont dit « J'en ai parlé à mes parents ». Alors, souvent, c'est à mots couverts, c'est-à-dire qu'ils ont honte, notamment quand c'est des violences sexuelles ou sexistes, et donc ils vont pas dire exactement ce qui s'est passé. Ils ont trop peur et honte de dire à leurs parents qu'ils ont été agressés, violés, harcelés sexuellement, etc. Donc, ils vont dire à leurs parents, ça se passe très mal avec le chef, ou bien le chef, il m'a dit des choses, ou alors, bon, ou même carrément les détails, hein. Et il y a quand même des parents qui ont répondu « Bah oui, mais tu savais dans quoi tu t'embarquais, on t'avait prévenu, tu sais bien, la cuisine ». Ou bien des parents qui disaient « Bah ouais, en même temps, on a payé 18 000 € pour ta formation, donc faut que tu serres les dents, là, faut que tu peux pas lâcher cette année-là, sinon tu n'auras pas ton diplôme. » Mais quelle violence au carré. Dire que vous ne pouvez même pas compter sur vos parents, votre entourage, qui va vous dire « Oui, après, tu sais, il y a violence et violence, quoi. » Il n'y a pas d'échappatoire, en fait. C'est même pas d'échappatoire, c'est que t'as pas d'écoute. T'as pas une oreille, t'as pas quelqu'un qui va au moins juste t'écouter sans te juger ou minimiser. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée avec les témoignages, c'est qu'il y avait non seulement un vocabulaire qui était similaire sur on est des guerriers, puis c'est comme ça, c'est machin, donc ça, et ils sont conscients qu'en fait, ils parlent tous de la même manière, donc il y a un truc qui fait corps, hein, un peu comme à l'armée, donc brigade, enfin bon, bref, pas pour rien que, voilà. Bon, on est une grande famille, on est des guerriers, on est une armée, on va à la guerre, je sais pas quoi, tous les midis et tous les soirs. Mais ce qui m'a beaucoup marqué et beaucoup ému, c'est que c'est des gens qui parlent pas pour eux, mais qui disent nous. Et c'est très émouvant, parce que les gens, quand je les avais au téléphone ou que je les voyais, déjà me disaient merci de nous écouter. C'était avant de dire merci de m'écouter, de nous écouter, de nous croire, de nous donner la parole. Merci d'être là. Et ensuite, moi, j'ai fait relire tous les témoignages à tous les gens que j'ai interviewés. Donc parfois, il y avait 43 pages d'entretien. Je les prévenais, il restera sûrement qu'un paragraphe ou 2 à la fin. Donc voilà. Donc ils ont dit non, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui m'ont dit même si vous n'utilisez pas tout, merci pour nous. Merci de nous croire. Merci de ne pas minimiser ce qu'on vit. Et depuis que le bouquin est sorti, j'en reçois tous les jours. Des gens que j'ai jamais rencontrés, à qui j'ai jamais parlé, et qui me disent merci pour nous. Merci pour le secteur. Parce que je me suis jamais sentie écoutée, parce que j'ai subi ça il y a 30 ans, et qu'à l'époque, c'était même pas la peine de penser être cru et en parler, parce que bon, tout le monde me disait bah, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, ou bien on s'en fout, bah, t'es un bonhomme, tu pleures pas, quoi. Et donc là, c'est vraiment une profession qui parle nous. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nous, ils se le réapproprient. C'est-à-dire qu'avant, on leur impose ce nous pour dire bah, Omerta,
tu fermes ta gueule. Dans le secteur, on ferme sa gueule. C'est comme ça que ça marche. Tu vas nuire au restaurant, tu vas nuire à l'image, tu vas mettre tes camarades dans la merde, si tu prends ton arrêt maladie, si tu te plains. Pense à nous, pense à toi, pense à ta carrière, pense à nous, quoi. Pense à la France, pense aux étoiles. Et aujourd'hui, ce nous, en fait, ils l'utilisent pour eux, en leur faveur, en disant « Mais nous, on est nombreux, on subit tous et toutes la même chose. » Entre guillemets, tous et toutes, mais en tout cas, ceux qui subissent disent « On a subi ça, on n'est pas seuls. » Et puis, il y a ça, on le voit aussi avec les violences sexuelles sexistes, notamment faites aux femmes ou aux enfants. D'un coup, on se sent moins seul. On le voit avec Betaram, par exemple. Là, tout d'un coup, il y a plein d'adultes qui se disent « Ça y est, je peux parler, moi aussi. » Moi aussi, j'ai vécu ça, je pensais être seule, et je l'ai vécu. Et là, c'est ça. Des gens au téléphone ou en vrai m'ont dit « Je pensais que c'était de ma faute, parce que je pensais être seule. Et quand j'ai lu votre livre, ou bien en parlant avec vous, je me rends compte qu'en fait, je suis pas la seule à avoir vécu ça. Donc, c'est pas de ma faute. » Tu parlais justement du fait que les victimes ont toujours parlé ou essayé de parler, et que en lisant entre les lignes de biographies, de critiques culinaires, on a toujours eu effectivement un vocabulaire qui laissait penser qu'il pouvait y avoir un problème. J'ai noté quelques mots. On a un chef qui est très exigeant, à l'ancienne, sévère mais juste, ou alors carrément poète, artiste, passionné. Et donc tout ce vocabulaire qui au final décrit des violences, mais qui est entouré de sucre. Qui les minimise et qui les autorise. C'est-à-dire que quand vous mettez dans un même papier, en tant que journaliste, ce poète des herbes sauvages, cet artiste du végétal, très exigeant envers lui-même et ses équipes, c'est une manière de minimiser le fait qu'il est exigeant. Il y a des mots, des euphémismes comme ça, qui trompent pas. On n'écrit pas dans un papier quelque chose comme ça si on n'est pas au courant que le chef est un dictateur en cuisine, quoi. Autoritaire, mais précurseur dans la saisonnalité, donc c'est toujours mais, en fait c'est mais. Et c'est le stratagème de stratégie de c'est pareil l'homme de l'artiste. Voilà, il a violé des filles, mais ses films sont géniaux. Donc c'est par exemple, pareil dans le cinéma, ça va être des nécrologies ou des portraits de réalisateurs, souvent, ou d'acteurs. Ces méthodes controversées lui ont permis de tirer le meilleur des actrices. 10 ans plus tard, on apprend qu'en fait, c'est pas que c'est controversé, c'est que c'est complètement criminel, en fait. Et que ça les a traumatisés. Et qu'elles ont traumatisés, donc c'est pas tirer le meilleur, c'est qu'il a traumatisé des gens. Donc il faut aussi, en tant que lecteur, lectrice, client, cliente, avoir un regard critique sur ce qu'on lit et savoir un peu lire entre les lignes, parce que c'est pas difficile, en vrai. Quand c'est écrit autoritaire, vous pouvez être sûr que ça veut pas dire juste autoritaire. Voilà. Quand c'est écrit exigeant, on ne peut pas être en cuisine si on n'est pas exigeant. Donc ça ne veut rien dire. C'est pas possible. On peut pas être à un niveau aussi élevé, par exemple, s'il n'y a pas d'exigence. Même à un niveau, la cuisine, c'est de l'exigence, quelle qu'elle soit. On travaille en restauration collective, on est exigeant aussi. Donc c'est vraiment une manière comme tu le disais, d'enrober de sucre des comportements qui vont de problématiques à criminels, en fait. Et je tacle lourdement quand même ma propre profession, les journalistes qui sont responsables de beaucoup de choses, notamment de la starification, la glorification, l'impunité des chefs, qui perpétue aussi le mythe gastronomique, et qui donc, à travers ces portraits-là, avec des mots comme ça, avec aucun recul, aucune distance critique, aucune volonté de mise aussi en difficulté. Nous, journalistes, quand on fait un portrait, moi j'ai fait des portraits de gens, on n'est pas au César, quoi. On n'est pas là à leur remettre un prix. On fait un portrait, on est censé faire un portrait qui est équilibré. Quand vous faites le portrait d'un homme politique, par exemple, ou d'une femme politique, on va appeler des gens avec qui ils ont collaboré auparavant, des gens avec qui ils collaborent aujourd'hui. On va aussi appeler d'autres groupes politiques adverses. C'est pas une question de tacler quelqu'un. C'est dire, par exemple, cette personne-là, peut-être à la télé, donne ou en meeting une image X, et en fait, dans les négociations avec un autre bloc politique, a une image un peu différente, peut-être un peu plus douce, ou alors au contraire, beaucoup plus vindicative. C'est pour avoir vraiment des avis de tout le monde. Toi, si on demande à tous tes amis et tes collaborateurs, tes collègues comment t'es, on va pas retrouver toujours les 3 mêmes adjectifs, c'est évident. Ça veut pas dire que des gens vont dire elle est mauvaise, elle est... mais c'est qu'il y aura plein de sons de cloche. Un portrait, c'est censé être assez équilibré. Nous, journalistes, on a donné la parole à tout le monde. Dans les portraits de chefs, mais c'est dithyrambique. Il est toujours génial. C'est Dieu, c'est un dieu. C'est une divinité. Cette personne n'a aucun défaut. Ou alors, il va y avoir un peu colérique, un peu autoritaire. Encore une fois, une manière de pas dire les vraies choses. Parce qu'encore une fois, c'est aussi des gens qui vont avoir peur d'être reconnus. Tiens, si j'interroge quelqu'un et qu'il me dit ça, parce que c'est compliqué d'avoir des sources anonymes quand même, on va pas faire que les sources anonymes en disant une source anonyme dit qu'il est comme ci, comme ça. Donc il y a aussi ça, il y a la peur dans le milieu de parler, et puis c'est un travail journalistique qui n'est pas fait avec déontologie et éthique. On les croit sur parole, par exemple, si un homme politique vous dit moi avec mes équipes, je suis extrêmement bienveillant, ils ne travaillent pas après 19h, etc. On va demander aux collaborateurs si c'est vrai. Un chef ou une chef, depuis des années, qui dit « Mon credo, c'est le bien-être en cuisine. Mon credo, c'est la bienveillance. » Personne ne va appeler les brigades
où les gens passaient en brigade avec lui ou elle pour lui dire « est-ce que c'est vrai ?» Parole d'évangile. On a aussi des contre-exemples, en tout cas j'espère, des personnes qui essaient de casser les codes, d'essayer de casser ce schéma de si j'en ai chié, tout le monde va en chier. Oui, ce cercle vicieux. Exactement. Est-ce que toi, tu en as rencontré pour l'écriture de ce livre ou tu t'es plutôt focalisée sur les victimes ? Alors moi, j'ai essayé de donner la parole à des chefs restauratrices. Beaucoup m'ont posé une fin de non-recevoir parce que beaucoup ont été auteurs de violences. Et encore une fois, quand je parle de violence, je parle de tout type de violence. Beaucoup ont été ou sont encore des exploiteurs, c'est-à-dire qu'ils font travailler les gens 80 heures semaine et ils ne payent pas les heures sup. Donc déjà, leur faire parler avec leur nom, c'est compliqué parce qu'ils savent que s'ils mentent, va y avoir un joli petit backlash quand le livre sera sorti et les gens vont sortir du bois en disant pardon, chef bidule, mais vous vous rappelez quand vous m'avez fait ci, ça, et machin, et truc, et bon, voilà. Et puis, beaucoup sont encore dans un déni. Il y a des chefs qui m'ont écrit, qui m'ont dit, en lisant votre livre, je me suis rendu compte que j'avais été un gros connard. Je voulais pas l'admettre. J'étais dans un déni total, parce que je trouvais normal, parce que c'est comme ça qu'on m'a formée aussi. Donc, j'ai mis du temps à me dire, mais c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Dans la vraie vie, je suis pas du tout comme ça, mais en cuisine, je me transforme. Et c'est ma faute, c'est à moi de travailler dessus. Beaucoup n'ont jamais travaillé dessus, n'ont pas voulu voir le problème, ou se sentaient peut-être démunis en disant « mais qui je peux aller voir à qui je vais dire ça ? Qui je peux voir pour raconter que je veux changer ?» Bon, d'abord, il y a un truc qui s'appelle les psys, voilà. Donc, ça peut être pas mal d'aller parler à quelqu'un, il y a des dispositifs aujourd'hui. Puis vous pouvez trouver du soutien entre chefs. Je pense qu'il y a aussi un truc qui manque dans le patronat, mais aussi les chefs, parce que tous les chefs sont pas patrons, évidemment. Peut-être créer des groupes d'entraide, un réseau qui serait juste sur ça. Pas l'UMI, quoi, pas un syndicat, des groupes où on peut parler librement, où on dit, voilà, moi j'ai un problème de anger management, quoi. Comment je fais ? Je n'arrive pas à gérer mon stress. Et pas avoir des gens en face qui disent non mais c'est normal, c'est la restauration, puis tu sais, on les fouette un peu, ils travaillent mieux. Non, il faut qu'il y ait une vraie volonté de ça. Moi, pour l'instant, je n'en vois pas. Ça existe peut-être, je ne dis pas que... Mais en tout cas, personne ne m'a écrit pour me dire moi je suis chef et je fais partie d'un réseau d'entraide, ou bien on a un groupe WhatsApp, j'en sais rien. J'imagine bien qu'il y en a plein qui se connaissent, mais un truc un peu plus officiel, quoi, un réseau de chefs qui voudraient aussi échanger des bonnes pratiques et tout. Il y a des réseaux, je ne sais pas s'ils parlent de ça. Bon, parce qu'il y a des réseaux, on connaît les noms, et on sait bien que s'ils en parlaient, voilà, ça irait mieux en cuisine, ça n'est pas le cas, j'ai les noms, moi, beaucoup de progrès à faire. Donc ça a été compliqué d'avoir des chefs qui ont bien voulu parler de leur propre comportement, il n'y en a que 2 dans le livre, mais ils sont anonymes, et je comprends. Et en vrai, c'est pas moi de décider si quelqu'un est anonyme ou pas, mais ils m'ont posé la question, et je leur ai dit, c'est quoi le pour le contre pour vous, quoi. Et ils m'ont dit, en fait, si on est les 2 seuls à donner notre nom dans tout le bouquin, ça va être compliqué. Je leur ai dit, oui, je pense que c'est pas forcément à votre avantage de donner votre nom. En tout cas, peut-être pas comme ça, peut-être pas maintenant, peut-être dans une longue interview un jour, j'en sais rien. Mais c'est dur de prendre ses responsabilités, parce qu'en plus, ça nuit, on va dire commercialement, c'est sûr. Si d'un coup, vous vous dites, je vais être honnête, je vais moi peut-être lancer ce mouvement pour qu'il y ait plus d'honnêteté, et je vais être le premier à dire j'ai étranglé quelqu'un, j'ai frappé quelqu'un, j'ai traité quelqu'un de je ne sais quoi. Bon, votre nom, il circule dans toute la presse, voire internationale, si vous êtes connu. Pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de clients qui osent y aller. Après, on voit bien, je ne donnerai pas de nom, mais récemment, quand même, une grosse affaire, voilà, ça n'empêche pas du tout les gens de continuer à aller dans le resto de cet homme-là, qui est quand même accusé de choses gravissimes. Il y a quand même une plainte en plus, quoi. Mais en tout cas, c'est dur aussi pour tout le monde, de se dire j'ai été comme ci, comme ça, et de le dire publiquement en plus. On sait que c'est très concurrentiel comme secteur, donc être un peu le premier à reconnaître son comportement, c'est pas une bonne stratégie, financièrement, professionnellement, au niveau de la com, voilà. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui commence un jour, parce que là, ils sont tous dans un déni quand même terrible. Donc, j'ai essayé de contacter des chefs. Très peu ont donné suite à ça. Et je sais que beaucoup sont encore dans le déni en me disant que non. Enfin, je veux dire, c'est fou. Il y en a où j'ai un nombre incalculable de témoignages sur une durée quand même très très longue. C'est pas genre pendant 2 ans, ils ont été cons, après ça va. Ça fait 15-20 ans. Et eux, dans la presse, continuent de dire « je n'ai jamais été violent ». Autant ne rien dire. Je veux dire, à un moment, si tu ne mens pas, dis j'aimerais qu'on parle d'autre chose, quoi. À la limite, les journalistes de ce milieu sont tellement aux petits soins, cirage de pompe, qu'ils vont pas publier la question ni la réponse. Voilà, ils vont vous dire ah très bien, pardon chef. Ils vont les appeler chef, ce qui me rend folle. C'est pas ton chef en fait. Donc bon, voilà, il y a aussi cette prise de conscience là qui doit se faire de ce côté-là. C'est faut arrêter le déni, quoi, parce que vous êtes les seuls en fait à dire que ça n'existe pas.
Ça commence à se voir en fait que vous serrez les coudes et que vous mentez. Dans la dernière partie de ton livre, cette dernière partie s'appelle Agir. On en a parlé justement, mais tu parles de s'organiser, de sanctionner, de soigner les gens, protéger le travail, former, réformer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette dernière partie ? Je voulais vraiment finir par ça, parce qu'il serait complètement faux et malhonnête de dire que personne ne se soucie de faire évoluer les pratiques dans ce milieu. Il serait faux de dire que personne ne s'est jamais mobilisé. Justement, ce que je voulais montrer, c'est que c'est possible. C'est aussi ce que disent des gens qui témoignent, des gens de la restauration qui sont restés dans ce métier, qui continuent à exercer ce magnifique métier qui est nourrir les autres, qui ne devrait jamais faire souffrir, et qui m'ont dit, en fait, je pensais pendant des années que c'était pas possible de cuisiner autrement, de faire mon travail autrement. Donc j'ai serré les dents, j'ai énormément souffert, j'ai fait une dépression, j'ai fait une tentative de suicide peut-être, j'ai été voir des psys, ça va pas bien et tout, parce que je me suis dit, de toute façon, je vais continuer combien de temps comme ça encore, c'est ma passion, je vois pas faire autre chose. Et puis un jour, mon corps a lâché, ma tête a lâché, donc j'étais obligée de m'arrêter, j'ai réfléchi, et puis en fait j'ai trouvé quelque part où ça se passe super bien. On me respecte, j'ai du temps, j'ai des vacances, il n'y a pas de coupure. Je suis payée correctement, on me paye mes heures sup, on me crie pas dessus, on m'explique, enfin tout va bien, c'est génial. Et ces gens me disent, je ne pensais pas que ça existait. Donc le but est, d'une part, de montrer que, bien sûr que ça existe. Peut-être qu'il faut faire des compromis, des concessions. C'est ce que dit une des enquêtées, qui est cuisinière. Elle me dit, en fait, c'est compliqué de renoncer aux étoiles, par exemple. En disant, j'ai fait que des étoilés, je me suis fait malmener partout. Mais moi, c'est ça que je veux apprendre, en fait, je veux apprendre cette excellence-là. Mais je sais que, en fait, il faut que j'arrête d'aller là-bas, parce que ça s'est mal passé à chaque fois. Et donc, elle dit, c'est dur, quoi, un peu de revoir à la baisse son rêve ou ses exigences à soi. Et j'entends, c'est pareil dans plein de métiers. Mais là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi. Donc il y a un compromis à faire, une concession à faire. Est-ce que tu préfères continuer à douiller, mais techniquement devenir un killer, comme on dit dans le métier, ou une guerrière, ou bien est-ce qu'en fait tu estimes que ton corps et ta santé mentale sont quand même extrêmement importants, et ton équilibre vie pro, vie privée, etc. Et puis gagner un salaire correct et te payer les heures que tu travailles, quoi. Bon. Donc je voulais montrer que d'une part, des gens ont trouvé des endroits où ça se passe très bien, mais aussi qu'il y a des gens qui se battent pour ça depuis longtemps. Donc il y a l'association Bondir, qui existe quand même depuis quelques années, qui a été cofondée par Manon Fleury et Marion Gotelet, qui sont des cuisinières toutes les deux. C'est une association Bondir, B-O-N-D-I-R-E, qui fait de la sensibilisation et de la prévention contre les violences, tout type de violences, dans les écoles. C'est beaucoup de femmes, c'est que des bénévoles, donc il y a beaucoup de femmes mais aussi beaucoup d'hommes dedans, donc c'est que des concernés, que des gens du milieu, ça c'est important de le dire. Et donc c'est les écoles qui les sollicitent, c'est pas elles et eux qui vont appeler les écoles. Donc c'est sur la bonne volonté, ça c'est important aussi, des écoles. Ce qu'ils et elles m'ont dit à Bondir, c'est que c'est très rarement, voire jamais, les directeurs qui appellent, c'est des profs. Et c'est rarement des profs de cuisine. Donc il y a quand même des profs, notamment au lycée hôtelier, qui ont cette volonté, parce qu'ils voient bien en fait qu'il y a un problème, ils le savent. Donc il y a aussi des profs qui veulent faire bouger les choses, c'est important de le dire, parce que ça commence à la formation, on rappelle, comme on le disait, 15 ans, on peut commencer à 15 ans, on est un enfant. Dans un monde d'adultes, on est propulsé à faire un nombre d'heures pas possible, à se faire là-dessus à 15 ans avec des gens qui parlent de cul toute la journée aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très très violent. On se sent sans ressources, vulnérable, etc. Donc Bondir fait ça, et Bondir a aussi une offre de formation pour du management notamment, parce que ça, c'est ça qui manque dans toutes les professions. Alors là, pour le coup, c'est pas... Mais la restauration est particulière, on parle d'un métier où il y a un stress inouï. Donc là, c'est un management particulier. Il faut vraiment former particulièrement à ce genre d'environnement stressant et dangereux en termes de risques psychosociologiques, comme on le dit tout à l'heure, et de santé physique. Et Bondir a aussi créé récemment là une ligne d'écoute. Donc vous pouvez envoyer un mail à Bondir, et Bondir vous rappellera. Et vous parlez avec des gens qui ont été formés à l'écoute. Et il y a une psy, bénévole elle aussi, qui chapeautent tout ça. Et donc, vous pouvez parler avec des bénévoles formés à l'écoute, qui sont concernés, donc ils savent, ils connaissent le milieu, parce qu'eux-mêmes font ces métiers-là, de la restauration, et peuvent aussi vous donner des contacts de psy ou d'avocats, avocates, si vous voulez parler avec quelqu'un. Il n'y a aucune obligation à faire, après vous faites ce que vous voulez. Donc il y a ça, il y a des gens qui en parlent, il y a des sociologues qui en parlent, il y a des psychologues du travail à qui j'ai parlé, il y a des syndicats, et il y a des collectifs. Il y a le collectif mis en place, MEP, à Paris, qui a été créé donc il y a 1 an, en juillet l'année dernière, 2024. Il y a une antenne à Marseille, il y a une antenne à Rennes, à Lyon, c'est en train de créer. Enfin, il y a plein d'antennes qui vont être créées. Ce ne sont pas des syndicats, ce sont des collectifs de travailleuses du secteur HCR qui ont aussi, certains dedans sont syndiqués, mais qui veulent une mobilisation et qui, là, vous pouvez voir sur leur compte Instagram, il y a toutes les ressources, et qui peuvent aussi être des ressources d'écoute, de conseils aussi, d'aide. Je sais qu'ils aident beaucoup de personnes dites sans papier, parce que j'aime pas trop ce mot, on a tous et toutes des papiers, c'est juste qu'on n'a pas les bons pour travailler en France, a priori. Mais donc voilà, ils peuvent vous aiguiller, pareil, vous donner des ressources, vous orienter vers des syndicats si vous voulez, vers une structure juridique, enfin bref.
Vraiment une entraide, une mobilisation. Et moi, c'est ça que j'explique à la fin, c'est qu'on peut faire ça. Il faut aussi donner des moyens à l'inspection du travail. Je donne la parole à des gens qui sont inspecteurs du travail ou qui l'ont été, et qui me disent, en fait, comme les médecins du travail, c'est juste qu'on a cassé ces services-là, quoi. Donc évidemment, quand un restaurant sait, alors j'ai même plus le chiffre en tête, mais quand un resto sait que statistiquement, il va être contrôlé une fois tous les 70 ans, bon... c'est la porte ouverte à tous les abus, voilà. Et puis, il y a des abus qui sont compliqués à constater. Des dépassements systématiques d'heures sup, c'est compliqué à constater. Il faudrait qu'il y ait un inspecteur du travail qui soit planté devant le resto tous les jours à noter des trucs. Enfin bon, il n'y a pas assez de moyens humains, en fait. Donc c'est ça aussi qui permet à ces restaurants et à ces restaurateurs qui font mal les choses de continuer à le faire parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. En fait, comme tout abus, c'est bénéfice-risque, quoi. C'est est-ce que je risque plus ou est-ce que j'ai plus de bénéfices d'une situation ou de comportement problématique? Qu'est-ce que je risque en fait à continuer à agir comme ça? Donc il y a plein de choses à mettre en place. Et je pense que au lancement de mon livre en librairie, il y avait beaucoup de gens, j'étais très flattée, honorée, émue, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup de gens de la restauration, beaucoup de gens que je connaissais pas. Et il y avait quand même quelques personnes qui sont patronnes de restaurants. Alors c'est des petites entreprises, c'est du TPE, PME max, mais beaucoup de TPE. Et je connais les difficultés du secteur, faut pas croire, parce que je sais que je passe pour une anti-patronat ou je sais pas quoi, machin. Bon, non, je suis pas patronophobe, j'ai des amis patrons. Et dans la restauration notamment, que je connais bien. Et donc on en parle de leurs difficultés. Je suis pas débile et puis j'ai pas enquêté sans savoir quand même. Bon. Il y a beaucoup de chiffres dans ce livre. Et donc bref, au lancement de mon livre, on parlait justement des solutions, qui en fait doit se mobiliser. Et je disais, moi, j'attends aussi que les patronnes qui font les choses bien se mobilisent pour leurs salariés. Heureusement, en France, on a le droit de faire un syndicat qui mélange patron-salarié, ça n'a aucun sens, voilà. Mais beaucoup de restauratrices ne sont pas d'accord avec les positions officielles de l'UMI. On le sait. Où sont ces gens? Alors, beaucoup sont adhérents à l'UMI, on sait pour quelles raisons aussi. J'explique dans le bouquin, il y a plein de raisons qui sont intéressantes financièrement, voilà. Mais moi, je connais pas mal de patrons-patronnes qui ne sont pas du tout d'accord avec les positions de l'UMI et qui ne veulent pas adhérer à l'UMI pour ça. Beaucoup adhèrent pour des considérations économiques et chacun fait bien ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Mais moi, j'attends aussi un moment que les gens qui savent qu'ils n'ont rien à se reprocher se mobilisent en disant « Nous, on est d'accord pour dire que la convention collective, elle est dégueulasse. » Parce qu'aujourd'hui, l'UMI est surpuissante, majoritaire, donc c'est elle qui a un peu le droit de vie ou de mort sur des négociations. Donc c'est elle qui ferme la porte à plein de choses. Donc en fait, on ne peut pas bouger sans les syndicats patronaux. Donc moi, j'attends aussi une alternative. Où sont les syndicats patronaux du secteur qui ne sont pas d'accord et qui vont le dire et qui veulent aussi défendre... Parce qu'en fait, ce sont des ouvriers. Quand tu deviens patron, t'es plus ouvrier, t'es chef d'entreprise. Mais c'est des ouvriers à qui on a fait croire, pour pas qu'ils se mobilisent, qu'ils étaient des artistes, des artisans, etc. Machin. Donc, bref, on leur met des labels, des trucs sur la devanture, artisans, fait maison, machin. Enfin bon, bref, pour leur dire, vous êtes mieux que les ouvriers. C'est que les ouvriers qui se syndiquent et qui font grève. La preuve, il n'y a jamais grève dans la restauration. Bon, voilà, en tout cas dans les petites entreprises. Aujourd'hui, quand un livre comme ça sort où on parle de violence en cuisine, on a des gens du milieu, beaucoup sont cuisiniers, cuisinières, c'est pas des chefs d'entreprise qui ont créé un resto comme ça, qui connaissent rien, qui disent nous les cuisiniers, cuisinières, nous les cuisiniers, cuisinières, nous les cuisiniers, cuisinières, notre profession, notre profession, notre profession. Bah oui, mais quand t'as 1 million de travailleuses de la restauration, t'as pas 1 million de patrons. Et si vraiment t'as envie que cette profession puisse recruter, parce qu'on a quand même plus de 20 postes vacants, il faut qu'on arrête les discours en disant les jeunes ne veulent plus travailler, et trop de, entre guillemets, charges, le mot préféré de certaines personnes, ça s'appelle des cotisations, il faut se demander pourquoi les gens ne veulent plus travailler. Il faut arrêter de se mettre de voiler la face ou de mentir devant des caméras en faisant ouin. Il y a plein de gens qui veulent continuer ce métier. Et moi, les gens que j'ai eus qui ont témoigné, ce sont que des gens passionnés. Il faut le dire. C'est pas des gens qui sont arrivés là en mode bon, on va voir la restauration, pas trop. C'est des gens qui, quasiment tous, depuis qu'ils ont 6-7 ans, depuis qu'ils ont 12 ans, veulent faire ça comme métier. Ils me disent tous et toutes, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je sais pas ce que je deviendrai. Et donc, quand ils doivent arrêter, parce qu'ils en peuvent plus, ils sont complètement désemparés. Ils mettent du temps à retrouver autre chose, ou à trouver, un sens aussi à leur vie, c'est une vocation. Donc en fait, si ça t'intéresse vraiment de relever le métier, si ta profession, ton métier t'intéresse tant que ça, et si tu es autant attaché à ça, mais défends aussi ce que tu as été, c'est-à-dire un salarié, et les gens qui travaillent avec toi, pour toi. Donc moi j'attends aussi une alternative de la part de patrons-patronnes qui ne se reconnaissent pas dans les discours qui sont quasiment les seuls qu'on entend médiatiquement, radio, télé, journaux, qui sont les discours des chefs très connus, de chefs très étoilés, qui ont beaucoup de restaurants, qui ont beaucoup de liens avec des politiques, etc. Ou alors qui parlent au nom de l'UMI, quoi.
Où sont ces autres patrons ? Moi, j'attends ça. J'attends aussi une mobilisation de la part d'autres personnes du milieu qui vont pouvoir dire « nous, on s'inscrit en faux avec vos pratiques, votre discours et votre refus de négocier pour améliorer, pour assainir le secteur ». En tout cas, si vous vous reconnaissez dans les cas, les violences dont on a parlé, n'hésitez pas à contacter Bondir, comme on en a parlé avec Nora. Merci beaucoup Nora. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Combo Gagnant. J'espère qu'il vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. À bientôt.